Au cœur de la mêlée, la première de l'année 2026, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. 18h15, notre premier invité Thomas Lombard, le directeur général du Stade français. Un Stade français requinqué en cette saison 2025-2026. Les talonneurs n'en finissent plus de marquer. Un triplé pour Christopher Tolofoua, le talonneur de Montpellier. Il sera avec nous en direct à 18h30, 18h45. On se projettera sur le match du soir qu'on suivra sur Sud Radio. La Rochelle-Toulon avec Jérémy Saint-Zel, un des absents, le centre toulonnais qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300. C'est parti pour une heure complètement rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissalde, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir Salut, messieurs. Ouais, et bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin Camanis. Bonsoir François, bonsoir à tous. Petite session de rattrapage, bien sûr les résultats avant le match de ce soir, je le disais, qui va clôturer cette première journée de la phase retour, La Rochelle-Toulon. Ça a démarré avec un succès pour l'USAP sur le score de 30-27 face à un Stade Toulousain remanié. Les Catalans ne sont plus derniers du top 14. C'est Montauban qui est lanterne rouge désormais. Les Montalbanais qui ont perdu à domicile face à Clermont 34-19. Les autres résultats, Loup, section paloise, victoire lyonnaise 22-17. Large succès de Montpellier face à Bayonne 62-22. Le Stade français a battu Castres 33-15. Et hier soir, vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio, l'UBB a étrillé le Racing 92, notamment avec une très belle deuxième période. Score final 62-20, François. Oui, 62, c'est un peu le score du week-end en tout cas. Parce il y a eu 2,62. Oui, 2,62 effectivement. Et donc c'est un peu ce chiffre-là sur lequel on voulait s'arrêter, notamment avec toi, Philippe Spanghero, parce que pour toi, ce 62, c'est 62 points encaissés par Bayonne. C'est un peu le flop du week-end. C'est vrai que ces Bayonnais, ils nous inquiètent autant par ce qu'on a vu sur le terrain que par ce qui se passe en coulisses, et notamment après le match. Oui, 8e au classement ce soir en attente de ce dernier match. C'est assez loin des attentes parce que cette équipe, elle a affiché ses ambitions. Demi-finaliste l'année dernière, elle visait clairement un top 6. C'est une équipe qui s'est renforcée en plus à l'intersaison. Il y a beaucoup d'ambition dans le projet, que ce soit au niveau des infrastructures et du sportif. On a senti que l'arrivée de Laurent Travers, elle n'était pas bien perçue de la part du staff. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec Thomas Lombard aussi, et on en parle souvent ces dernières semaines. C'est vrai qu'un des enjeux majeurs des grands clubs du rugby français, c'est de travailler sur sa formation, sur l'alignement entre la vision de l'équipe professionnelle et de la formation. Je pense que Laurent Travers est arrivé avec cette feuille de route-là. Mais forcément, il faut qu'il y ait un peu de place sur le sportif. Alors, j'ai pas les détails de ce qui se passe en interne, mais c'est vrai que on sent que Grégory Pata a peut-être vu son arrivée comme une forme de concurrence ou de mise sous tutelle, et qu'ils ont eu du mal à travailler ensemble et à aligner les visions. Et hier, clairement, quand même, le président Tayeb, après le match, a dit que Laurent Travers avait pas mis le nez dans le sportif pour l'instant et que ça allait peut-être changer. Donc voilà, je pense que le message est assez clair. Donc les résultats de cette équipe de Bayonne, qui est une équipe avec Montauban qui prend le plus de points à l'extérieur, ils vont sans doute amener du changement rapidement au sein du staff. Et j'espère pour le club amener une certaine sérénité qu'ils ont perdue depuis l'intersaison. Le regard du coach Jean-Baptiste Elissalde, voilà, qui a connu aussi des situations compliquées. Quand hier Philippe Tayeb répond sur le cas de Laurent Travers, qui n'intervient pas dans le sportif, il dit jusqu'à ce soir. Ça veut dire que là, il y a pression sur Grégory Pata. Il va falloir que Grégory Pata accepte que Laurent Travers vienne sur le terrain. C'est en gros ce que veut dire le président. Oui, à demi-mot, il le dit avec un sourire un peu narquois en plus, qui laisse planer un doute pas si évident que ça d'ailleurs. Mais je pense que l'histoire a mal commencé extra-sportivement, et malheureusement c'est pas resté dans le vestiaire ou dans le club. Ça aurait pu rester en interne, essayer de trouver des solutions, mais là tout le monde s'exprime un peu à tort et à travers, et malheureusement ça déteint sur le terrain. Arthur Eturian nous en a parlé lui aussi à demi-mot, que ça commençait un peu à tanguer. Pour l'instant ils ont une bonne étoile à domicile qui leur fait gagner quelques matchs sur le fil.
On sait aussi que l'année dernière ils se sont qualifiés dans les 6 en ne gagnant que 2 matchs à l'extérieur en étant invaincus à domicile. S'ils perdent cette bonne étoile, tout peut vite changer. Et sur les comportements que j'ai vus hier, pour parler rugby, quand tu prends 4 essais sur ballon porté et que dans les 10 premières minutes t'es à 64% de plaquage réussi, c'est que quelque part, malgré le discours du président dans la semaine, malgré le discours des coachs, il y a quelque chose qui est cassé, et notamment à l'extérieur. Voilà, donc je le mets aussi dans mes flops, tristement, parce que sincèrement ce club s'est construit depuis 3-4 ans et même avant avec Yannick Bru en Pro D2, a réussi à monter, a réussi à se structurer, il y a un public formidable et c'est dommage que tout ça se mélange et se délite au fur et à mesure des week-ends qui passent. Et ce club cher à la famille Elissalde, on rappelle que Jean-Pierre, ton papa, avait aussi porté les couleurs de l'Aviron bayonnais dans les années 80. Ton clin d'œil technique, tiens Jean-Baptiste, parce qu'on a parlé des 62 points encaissés par Bayonne, mais on peut parler aussi des 62 points marqués par Bordeaux face au Racing, et pourtant, à la 54e minute, les Bordelais étaient menés 20-15. Ouais, j'y reviendrai tout à l'heure dans mon podium pour parler de Bordeaux. Donc là, je vais me concentrer sur le Racing. J'ai revu le match ce matin et la première action du Racing et à l'image du match qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont perdu énormément d'énergie à vouloir porter le ballon, notamment de très loin. La première action dure plus d'1 minute, ils ont une mêlée sur les 50 et là ils enchaînent 7 temps de jeu sans avancer d'1 mètre et pour qu'au 7e temps de jeu Hugoson rende le ballon dans les bras de Buros et dans le même temps, avec 6 coups de pied mieux tapés et bien tapés, Bordeaux en économie d'énergie marque 7 points sur sa première incursion en 20 secondes. D'où l'importance cette fameuse dépossession, mais plus que ça, c'est surtout jouer juste. Je pense que le Racing, en plus, a une équipe composée de mecs très costauds, qui n'ont pas forcément un gros cardio, et à se lancer dans la bataille comme ça, s'ils ne scorent pas, et ben souvent ça leur revient dans la figure. C'est ce qui s'est passé beaucoup de fois en début de saison, et hier ça a été criard. Et en début de match, par WhatsApp interposé, on a commencé à... Alors ça pouvait paraître bizarre un peu le pronostic que je faisais. J'étais pas à 60, j'étais à 45, mais je sentais que la rupture allait arriver. Et face à une équipe comme Bordeaux, c'est terrible. Donc voilà, trouver le Racing, c'est un peu le coup de cœur technique, c'est de dire voilà, le jeu au pied n'est pas que se débarrasser du ballon, ça doit être une arme offensive et c'est quelque chose qui te fait économiser beaucoup d'énergie, à l'image de Perpignan qu'il a beaucoup utilisé, qui a réussi à finir fort son match. Voilà, les Bordelais qui ont été on va dire cliniques, c'est aussi ça la différence avec des Racingmen qui se sont on va dire épuisés en portant trop le ballon. Votre podium messieurs, Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, avec une médaille d'or qui vous est commune. Elle concerne l'USAP, Philippe. Ouais, l'USAP, alors je laisserai Jamba dérouler, mais bon, bien sûr pour le résultat et puis pour ce match abouti, ce scénario, cette fin de match, cette capacité à venir arracher cette victoire. Mais au-delà de ça, dans la construction de ce match, il y a des signaux forts qui montrent que cette équipe collectivement, elle a trouvé de la confiance, des repères. Je laisserai Jamba dérouler sur les autres sujets, mais moi ce que je retiens, c'est la guerre des rucks gagnée contre le Stade Toulousain avec des stats quand même assez impressionnantes et des joueurs qui prennent beaucoup de place. Laurent Labitte nous l'a dit hier soir, Jamie Ritchie, une troisième ligne X qui a été alignée encore hier après une belle sortie à Toulon qui fait un gros match. Et donc dans la densité devant et dans cette capacité à gagner cette guerre des rucks, ils ont été précieux pour aller chercher ce résultat. Avec Lucas Vellart aussi qui a fait un gros travail dans ce secteur également. C'est ta médaille d'or aussi, Jean-Baptiste, mais sur un autre aspect côté catalan. Ouais, j'ai décidé de mettre mon podium et de faire un clin d'œil au coaching de mes ex-confrères entraîneurs de 3 équipes. Donc le premier, c'est celui de Perpignan qui avait décidé quand même de mettre des joueurs majeurs comme Yato, Ruiz, le talonneur argentin, Oviedo, des mecs internationaux sur le banc pour finir fort le match et ça a payé ses fruits parce que ces trois rentrants-là ont marqué les essais et ont apporté énormément d'énergie. Donc c'est un clin d'œil pour toutes les autres catégories, les autres voilà, on joue à 23 maintenant le rugby et il faut pas faire la gueule quand on est remplaçant parce que c'est quand t'es remplaçant que c'est toi qui fais la différence sur la fin. Donc voilà, clin d'œil au coaching perpignanais. Ouais, clin d'œil au coaching aussi pour ta médaille d'argent.
Aussi pour ma médaille d'argent à celui de Bordeaux. Là aussi, 3 rentrants, les voir rentrer les 3 en même temps, Biel Biarré, De Porter et Tamifuna. Et pour ce qui est des 2 premiers, je crois que c'est 2 ou 4 essais à E2 ou 3 ou 4 essais à E2. Voilà, ça a fait basculer le match. Et la 50e, alors oui, il y a un fait de jeu. C'est vrai que le Racing tombe dans l'embut, marque l'essai, mais il y a un mauvais geste encore de leur talonneur qui revient, l'essai annulé, etc. Mais on a vu la différence d'énergie apportée par ces mecs-là. Encore un truc bien pensé par Yannick Bruck, il le dit en plus en début de match au micro, il dit on sait que ça va être dur pendant 50 minutes parce que le Racing est très lourd, très costaud, mais on va essayer de les faire péter sur le cardio et c'est ce qui s'est passé avec l'entrée de ces joueurs-là. Ouais, c'est vrai que cette action-là qui mène à un essai du Racing initié notamment par Tuisova et fini par Abossi, elle se solde par l'essai refusé et un carton jaune. Et à partir de là, les problèmes du Racing ont débuté, couplés donc à ce coaching que tu mets en avant. Médaille d'argent pour toi, Philippe, c'est Montpellier. Voilà, Montpellier qui sera une médaille de bronze de Jean-Baptiste, mais en tout cas Montpellier qui confirme et qui fait quand même une grosse prestation face à Bayonne. Ouais, grosse prestation. On a parlé des défaillances bayonnaises, mais pour ça, il fallait une grosse équipe en face. Et Montpellier est quand même très solide sur les fondamentaux. On sent que cette équipe monte vraiment en puissance. L'année dernière, ils ont vécu une année de transition après une saison d'avant où le club s'est sauvé de justesse. Il fallait reconstruire. Et là, on sent que le discours de Johan Codulot et le projet est très bien assimilé par les joueurs. Et cette équipe, elle a affiché ses ambitions. Les invités du club qu'on a eu au fil des semaines nous l'ont dit clairement. C'est le top 6 et ils sont sur la feuille de route. Ils sont 6e ce soir. Donc bien sûr avec un peu de concurrence, notamment de 7-8e place à quelques points près. Mais par contre, on sent vraiment sur la dynamique que cette équipe, elle a trouvé ses repères collectifs et on les sent quand même très solides sur les fondamentaux. On les sent rudes, effectivement. C'est ta médaille de bronze, je le disais, Jean-Baptiste. Ouais, toujours, je garde ma ligne de conduite, le coaching, encore à la 50e, là où Bayonne avait refait un petit peu son retard en marquant 2 essais en début de deuxième mi-temps. Le coaching a été terrible pour les Bayonnais, et l'entrée de Massibaka, 2 essais, Toleng, 1 essai, a rapporté de l'énergie. Voilà, c'était un clin d'œil pour mes ex-confrères. Des fois, on se torture toute la semaine pour savoir quelle équipe aligner, quel 23 on fait, si on fait des 6 et 2, des 7 et 1, des 5 et 3, et des fois ça paye, et ce week-end ça a été flagrant sur de nombreux matchs, notamment sur ces 3-là. Donc un petit clin d'œil au coach et particulièrement à Benoît Payog pour sa belle prestation offensive qui manquait un peu à Montpellier pour être une belle équipe de notre top 14. Voilà donc pour votre podium et la médaille de bronze de Philippe qui se termine par une médaille de bronze au Loup, je crois. Le Loup qui avait besoin de victoire après 3 matchs sans succès. On sentait quand même beaucoup de tension dans les mots de Karim Ghezal qui avait du mal à trouver les leviers sur ses joueurs, auprès de ses joueurs. Et le Loup avait vraiment besoin de gagner face à une équipe de Pau qui nous surprend quand même depuis le début de la saison. Là aussi, une équipe qui est montée en puissance, mais par contre qui confirme de semaine en semaine son statut en haut du classement collé au Stade Toulousain. Et Pau a vraiment, cette équipe du Loup, elle a vraiment maîtrisé son sujet. Alors on en a parlé hier en débrief, elle manque encore de pragmatisme et de réalisme dans ses temps forts parce que elle s'est mise en difficulté toute seule et elle aurait pu perdre ce match en fin de match parce que Pau est revenu. C'est une équipe qui doit être beaucoup plus tueuse, être beaucoup plus froide dans ses temps forts. Mais en tous les cas, c'est des points importants parce qu'ils sont quand même un peu loin. Ils sont à 27 points ce soir. Mais ça leur permet, dans la dynamique, de réenclencher quelque chose et de regarder vers le haut. C'était un match important qu'ils ont su accrocher. Voilà pour le podium. Messieurs, on va passer bien sûr à la suite de cette émission, au cœur de la mêlée, comme chaque dimanche, avec nos invités. Le premier d'entre eux, c'est Thomas Lombard, le directeur général du Stade français, qui va être avec nous d'ici quelques instants. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, comme chaque dimanche soir, avec notre premier invité Thomas Lombard, directeur général du Stade français. Un Stade français qui est 3e ce soir au classement, 39 points, solidement accroché dans ce top 4 tellement important pour clôturer une belle saison. Mais on est au début seulement des matchs retour et le Stade français l'a emporté hier, on vous le rappelle, avec le bonus face à Castres, 33-15. Bonsoir Thomas Lombard et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio.
Salut François, bonne année, bonsoir à tous. Ouais, bonne année effectivement. Une année qui a bien commencé pour le Stade Français. J'imagine que voilà, ça a été un bon début avec toujours quand même des scénarios assez palpitants. Quand on est DG du Stade Français, on n'est pas quand même reposé. Quand ça part bien, c'est pas dit que ça se termine non plus tranquille. Hein. Non, mais je pense que c'est la situation de confort en top 14, elle est rare aujourd'hui. Hein. À part une ou deux équipes qui sont quand même peut-être un peu au-dessus, voilà, tout le monde a son lot de stress, de tension. Les matchs sont extrêmement âpres. Bon, hier c'est certainement pas le match le plus abouti, mais en tout cas les 5 points sont très précieux. La bataille est acharnée. Chaque week-end il faut revenir avec des points. Parce que on pense que chaque saison on est atteint les limites de la compétitivité de ce top 14 et on s'aperçoit que la saison suivante c'est encore plus tendu et les résultats le montrent ce week-end. Tout se tient dans un mouchoir. Donc il faut vraiment être extrêmement solide sur la confiance, sur les fondamentaux, passer aussi au travers des blessures. Enfin bref, c'est un championnat hyper excitant, mais aussi qui demande beaucoup de ressources. Voilà, et des nerfs solides. Jean-Baptiste Elissal, notre consultant Sud Radio, avec Thomas Lombard. Ouais, salut Thomas, meilleurs vœux. Félicitations pour ce début de saison. Ça a été plutôt positif par rapport à l'année passée. Donc je vais pas parler au DG. Je vais parler alors à l'ancien joueur de rugby, au connaisseur que tu es, pour savoir quels seraient pour toi les points d'amélioration, tant sur techniquement ou tactiquement ou sur le recrutement que vous pouvez avoir dans les prochains mois pour vous asseoir encore plus dans ce top 6, voire dans le top 4. On est une équipe qui est forte sur les fondamentaux de la conquête. Hein. Ça fait plusieurs saisons. Bon, même si l'an dernier on a eu des blessures, on est passé à côté. Mais les 2 années précédentes, on a fait une demi-finale et on s'est qualifié pour un barrage à domicile. Donc on est robuste en mêlée. On a une touche qui est efficiente. On a une défense depuis l'arrivée de Paul Gustave qui est quand même une défense qui est très efficace. Donc nous, je dirais que la palette qu'on doit faire évoluer, c'est le registre offensif. Le travail que fait Morgan Parra cette saison commence à porter ses fruits. Hein. On voit une attaque qui n'est pas parmi les attaques les plus florissantes top 14, mais qui retrouve des couleurs, qui retrouve des automatismes. Et voilà, il faut qu'on continue à travailler ce secteur. Ramener aussi des joueurs qui vont nous permettre de basculer, notamment de la vitesse peut-être derrière, qui nous manque un petit peu. Et ça fait partie des axes sur lesquels on cherche à déjà former nos jeunes, puisqu'on a la chance d'avoir maintenant depuis 2 saisons, 3 saisons, des jeunes qui pointent le nez. C'est à l'instar d'un Noah Néné par exemple, ou d'un Mathis Thibault, qui sont des joueurs qui gagnent du temps de jeu chaque saison. Motassi aussi fait partie de ces joueurs-là. Donc ils feront continue à donner du temps de jeu à ces jeunes parce que c'est important de valoriser notre formation et aller chercher les joueurs qu'on n'a pas encore pour pouvoir étoffer notre effectif. Ouais, Philippe Spanghero avec nous, avec Thomas Lombard, le DG du Stade Français qui est notre invité dans Au cœur de la mêlée. Ouais, bonsoir Thomas, bravo pour cette victoire hier. Je rebondis justement sur ce dont tu parles et sur la formation, on en parle régulièrement, sur l'enjeu que ça représente aujourd'hui dans le rugby français avec l'évolution de la règle des gifs, l'équation économique aussi avec le salary cap. On peut se dire que ça coûte finalement moins cher de former que de recruter à l'extérieur. Le Stade Français a toujours été assez moteur là-dessus avec un bassin en Ile-de-France qui est important. Est-ce qu'il y a une feuille de route précise par rapport à ça dans les années qui arrivent de votre côté ? La feuille de route, elle est évidente. C'est d'essayer de capter les meilleurs talents. Donc nous on se base sur un réservoir de clubs partenaires avec lesquels on entretient des relations privilégiées en Ile-de-France. Maintenant, on est comme 3-4 clubs à avoir des ambitions sur cette région. Il y a évidemment nos voisins du Racing, mais Massy fait aussi partie de ces clubs qui forment certes des joueurs alors en local, en proximité à Massy, mais qui vont aussi chercher des joueurs dans d'autres clubs avoisinants. Je prends l'exemple de Léo Barré. Léo Barré, il a été formé à Versailles, mais avant de venir au Stade Français, il a fait une partie de son apprentissage à Massy. Donc c'est une zone de chalandise dans laquelle
plusieurs clubs cherchent. Donc il y a un facteur attractivité. Ce facteur attractivité, c'est évidemment celui des résultats de l'équipe, des équipes de jeunes, celui des résultats de l'équipe senior, mais surtout la faculté que ces jeunes auront à se projeter dans l'équipe professionnelle et combien vont jouer. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des garçons comme Léo évidemment Barré, comme Sergo Abramashvili, comme Motassi, comme Noah Néné, comme Mathis Thibault et d'autres, Juan Celso par exemple, qui jouent, c'est un signal très positif qu'on envoie parce qu'ils se disent voilà, si on vient au Stade Français, non seulement on va être dans des bonnes conditions, et ça c'est l'un des plus aussi d'avoir le camp des loges aujourd'hui, c'est que tous les joueurs du centre de formation s'entraînent avec les pros, ils sont dans un univers de haut niveau avec des infrastructures qui sont formidables pour pouvoir travailler, et en plus ils ont l'opportunité de pouvoir jouer en équipe première, et c'est ça qu'ils veulent. À la fin, c'est aller chercher le très haut niveau et les contrats de joueurs professionnels. Ouais, et effectivement, notamment Motassi hier, qui a permis, par son audace aussi, de marquer cet essai du bonus à un moment où, à quelques minutes de la fin, où Castres vous l'avait ôté, et c'était un des rebondissements intéressants de ce match pour l'essai de Léo Barré. Justement, par rapport à tout ce scénario là de saison, t'es plutôt dans une saison, Thomas, confortable, on va dire, même si tu nous disais que c'était difficile. Mais qu'est-ce qui explique que la même équipe, il y a juste Kerr-Barlow, en gros, qui est la grosse arrivée, le gros transfert à l'intersaison qui a changé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Louis Carbonel n'est plus le même? Qu'est-ce qui fait que Tanga n'est plus le même? Qu'est-ce qui fait que cette équipe s'est revigorée comme ça? D'abord, ce sont les joueurs que tu viens de citer et tout l'ensemble des effectifs sont des compétiteurs. Donc quand ils passent à côté une saison, ils se préparent mieux, ils arrivent avec aussi un appétit qui est différent. Rappelons que la saison précédente, on avait fini en demi-finale. Alors quand tu finis tard, tu reprends aussi tard. Donc il y a une préparation qui est pas forcément idéale. Et puis peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau en se disant maintenant on a fait barrage, on a fait demi, ça y est, les choses sont installées. Non, le top 14 te permet pas de te reposer. Il faut tous les jours travailler plus, tous les jours aller chercher davantage. Et c'est aussi une des leçons ou un des exemples que donne le Stade Toulousain, c'est cette capacité à aller chercher plus chaque année et à être compétitif chaque année. Donc il faut qu'on s'inspire de ces équipes-là en termes de motivation, de renouvellement d'énergie, etc. Et après, il y a l'unité dans le staff. C'est une évidence. Aujourd'hui, vous avez 15 personnes qui travaillent à temps plein, à temps complet autour de l'équipe. S'il n'y a pas une énergie, un discours commun, des postures qui sont partagées, qui sont défendues par ces 15 personnes, à un moment, quand les résultats sont pas là, mais ça fonctionne pas. Et c'est la grande réussite du travail de reconstruction qui a été entrepris par Paul Bustard, par Cobus, Paul Gitter, et également aussi par Morgan et tous ceux qui sont arrivés pour se greffer au-dessus. Je pense à Perry, Freshwater, je pense à Scott Crane et évidemment à Rory Cocotte, avec des tempéraments forts autour de ça, mais qui ont réussi, en tout cas pour le moment, à s'engager autour de ce projet, à parler d'une seule et même voix, et ça fonctionne. Ah oui, on va dire, ça fonctionne parce que tu as les résultats. C'est sûr qu'on connaîtra des périodes de turbulence, et c'est ce qui nous permettra aussi de mesurer la solidité de tout ça. Mais pour répondre à la question, le gros changement, il est là. Oui. Et puis ça doit être plus agréable de parler au Dr Wilt quand même quand tu fais ta petite réunion régulière avec le propriétaire du club. Ouais, c'est plus facile. On a la chance d'avoir un propriétaire, un président qui nous donne énormément de soutien, de moyens aussi, parce que sans lui, il n'y a pas de Stade Français aujourd'hui. Donc c'est bien de pouvoir lui amener un peu de satisfaction et de voir que les efforts qu'il nous demande de fournir payent, et que nous, en contrepartie, on peut lui renvoyer quelque chose de positif. Petite question de Quentin Cabanis. Oui, bonsoir, bonne année déjà pour commencer. Le Midi Olympique a annoncé que Delbuis allait prolonger avec le Stade Français, pourquoi pas pour devenir Centurion. Et aussi, il y a forcément toujours les rumeurs autour de Louis Carbonel, dont le contrat court jusqu'en 2027, savoir s'il va continuer avec le Stade Français, parce que quand ça marche, j'imagine qu'on a envie de continuer l'aventure avec les hommes qui fonctionnent.
Oui, bien sûr. Nous, on est pour essayer d'inscrire les joueurs dans une forme de continuité et de maintenir une stabilité. Julien, c'est un joueur qui a passé énormément de temps au Stade Français. Vous savez, les rumeurs, vous pouvez en lire une le lundi et une autre le mardi qui va dire tout à fait le contraire. Donc, faut se méfier de tout ça. C'est pour ça qu'on demande. Généralement, les clubs font des communiqués là-dessus. En ce qui concerne Julien, il avait été question de le prolonger il y a bien longtemps maintenant, mais le fait qu'il ait été blessé a fait qu'on n'a pas voulu communiquer tant qu'il n'était pas revenu sur le terrain. Voilà. Et pour Louis, oui, les discussions sont en cours, elles sont sur le point d'aboutir. En tout cas, on l'espère fortement. On est très satisfait de ce que Louis amène aujourd'hui au club. C'est un grand professionnel et c'est un joueur qui a encore beaucoup à apporter à notre équipe. Donc on souhaite le prolonger dans le temps, même s'il a encore une année de contrat jusqu'en juin 2027. Et voilà, on cherche aussi à amener de la visibilité et de l'engagement à Louis et à d'autres joueurs d'ailleurs, puisque il n'y a pas qu'avec lui qu'on est sur des questions de prolongation. Bon, en tout cas, on vous le souhaite et surtout, on peut se dire qu'avec ces résultats actuels, c'est toujours plus facile de discuter et en tout cas dans un climat plus apaisé. Merci Thomas Lombard d'avoir été avec nous en direct pour cette première émission de l'année. Prochain déplacement, ça sera le 24 janvier en top 14. Il y a bien sûr le challenge qui va se jouer pour vous, mais il y a un déplacement à Bordeaux-Bègles le samedi 24 janvier, pour la 15e journée, et ce sera effectivement un déplacement que nous suivrons sur Sud Radio. Merci Thomas, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, avec Philippe Spanghero, avec Jean-Baptiste Elissal, avec toute l'équipe Sud Radio, nous allons poursuivre cette émission. On va parler des talonneurs qui sont devenus maintenant des serial marqueurs, avec notamment Christopher Telefoy qui va être avec nous en direct sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée, l'émission Rugby Sud Radio le dimanche pour revenir sur les temps forts du week-end avant le match du soir. Le match du soir Toulon-La Rochelle, on le vivra bien sûr en direct à partir de 21h. C'est plutôt La Rochelle-Toulon d'ailleurs. Il a porté les couleurs de Toulon notamment, mais il est aujourd'hui à Montpellier où il se régale dans cette équipe qui a cartonné hier. 62 points inscrits face à Bayonne et notamment un triplé pour Christopher Telefoy, notre invité aux côtés bien sûr ce soir de Jean-Baptiste Elissal et Philippe Spanghero. Bonsoir Christopher et merci d'être avec nous. Christopher ? Allô ? Un petit problème de liaison, mais en tout cas Christopher que tu as eu Jean-Baptiste ou pas? Parce qu'en fait, ouais, je l'ai connu à Toulouse déjà. Au Stade Toulousain. Ouais, bien sûr. C'est ça. Voilà, il était jeune joueur, puis ensuite, de 2007 à 2017. Voilà, ensuite un petit passage au Saracens, puis il y a eu Toulon de 2019 à 2023. Ensuite Montpellier, un petit aller-retour avec Toulon et donc Montpellier depuis 2024. Normalement, c'est bon. Christopher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et merci pour cette adaptation. Voilà, on s'était mélangé dans les agendas. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, je le disais, les talonneurs sont devenus des serial marqueurs. Ouais, c'est un peu drôle, c'est anecdotique. Les équipes, ils ont des gros potes en général. Ouais, mais bon, ça reste un plaisir ou pas de scorer là, avec le ballon sous le bras, quand même quand on conduit comme ça le camion? C'est un peu ça, c'est conduire un peu le camion de l'arrière, c'est assez drôle, parce que comme je dis, c'est anecdotique d'avoir un groupe d'avant qui fonctionne bien, qui est dominant. Donc ouais, c'est drôle. Après, c'est sûr, finir dans leur but, célébrer avec les copains, c'est bonheur. Surtout quand c'est toi qui a l'occasion de pouvoir marquer, mais c'est plutôt cool. Ouais. Ça chambre un peu ou pas quand au troisième essai, ça doit chambrer un peu quand même sur le terrain? Non, pas forcément. Ce qui est drôle, c'est que sur le deuxième essai, je suis avec Gabriel Ndandébé qui est juste à côté de moi dans le monoporté, qui essaie de me prendre le ballon. Du coup, c'est drôle parce que pour l'anecdote, il essaie de me prendre le ballon, je dis non, je le garde. Voilà, et donc on s'amuse. Avec nous, bien sûr, notre consultant Jean-Baptiste Elissal et puis Philippe Spanghero. Jean-Baptiste, question pour Christopher Telefoy que tu connais bien.
Ouais, Christopher, félicitations pour votre début de saison, félicitations pour le match d'hier. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as totalement abandonné l'idée avec tes coachs de jouer aussi à droite? Ah non, pas du tout. Tu sais, genre, moi, c'est quand j'ai des objectifs, j'essaye de les réaliser et ça en fait partie. Donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'on te voit d'ici la fin de la saison évoluer pilier droit. C'est déjà arrivé sur la scène de la Coupe d'Europe, surtout en Challenge Cup. Et préparez-vous à me voir aussi à droite certainement la semaine prochaine. D'accord. Pour l'instant, il va marquer moins d'essais. Ça va être un peu plus dur le match. Non, j'ai poussé un peu plus, on va dire ça. Voilà. C'est ça, il faudra que tu ailles te les chercher ailleurs, les essais en tout cas. Exactement. Voilà, pourquoi tu t'essayes et pourquoi on t'essaye à ce poste? Non, parce que tout simplement c'est un projet personnel. C'est moi qui ai voulu passer un peu du côté droit, parce que ça fait des années que je suis tamponné GTD et que j'ai cette opportunité et cette polyvalence là. Voilà, sur ma fin de carrière, je suis pas encore fini, bien sûr, mais j'avais vraiment envie de me fixer un autre challenge et c'est un objectif personnel de pouvoir le faire et je pense que ça m'aidera aussi sur la longévité de ma carrière. Ouais, tu peux nous décrypter, tamponner GCB pour les auditeurs Sud Radio? Pardon, ouais, non, alors GTD, en général, c'est ce qu'on nous permet d'avoir, c'est une classification des cervicales qui nous permet d'être tamponné première ligne, déjà premièrement. Et en fait, GTD, c'est tout simplement avoir la capacité de pouvoir jouer gaucher, talonneur et droitier. D'accord. Petite précision intéressante. Philippe Spanghero avec Christopher Telefoua, talonneur de Montpellier, serial marqueur, on le disait, et surtout qui vient récompenser le travail d'un gros pack. Ouais, salut Christopher. Oui, à l'image de cette équipe de Montpellier, on te sent en pleine forme avec ces 3 essais marqués hier. Ma question, elle est plutôt collective. Comment tu analyses ce début de saison? On en a parlé avant que tu arrives à l'antenne. On sent vraiment une montée en puissance, une équipe solide sur les fondamentaux. L'année dernière était une année de transition et ce que je disais en début d'émission, on a eu plusieurs invités du groupe cette année qui affichent clairement les ambitions. C'est un top 6. Donc voilà, il faut l'assumer sur le terrain et vous le faites. Mais comment tu justifies aussi cette bonne santé, le discours de Johan Codulo? Quelle analyse tu fais un peu de la façon dont vous évoluez depuis le début de la saison? Alors, tout simplement, pour répondre à ta question, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, quand je suis arrivé dans l'effectif du MHR, qui sont en train tout simplement d'éclore et qui sont en train de prendre de l'expérience tout simplement et de s'aguerrir. Et je pense que ça fait un peu la richesse de notre effectif. Et je trouve qu'on a, comme tu disais, nos bases fortes, c'est vraiment nos fondamentaux, notamment la mêlée, la touche, la défense des ballons portés et les ballons portés de manière générale. Je trouve qu'on est quand même encore en progression, même si ces derniers matchs, ça n'a pas été en termes de points inscrits contre nous, ça n'a pas été le top. Enfin, le top, je m'entends bien sûr. Mais on essaie toujours d'aller chercher ce petit truc en plus, ce gain d'âme à essayer maintenir cette meilleure défense du championnat. Donc voilà, ça fait partie de nos points forts. On va essayer encore de s'appuyer dessus, mais je ne sais pas si ça joue un rôle primordial, mais je trouve que nous devant, en tout cas, on a une certaine sérénité et on aborde les matchs un peu différemment que la saison dernière, parce qu'on a des bases fortes. Effectivement. Quentin Cabanis avec Christopher Telefoua. Ouais, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la fin de carrière, mais bon, au final, tu n'as que 32 ans. Tu as quand même 7 sélections avec l'équipe de France. On sait qu'il y avait eu, par exemple, l'appel pour préparer une tournée du 15 de France où tu avais dû renoncer pour un problème au cervical. Est-ce que l'équipe de France, c'est toujours dans un coin de ta tête et la capacité de jouer à droite serait une arme en plus, justement, pour être sélectionné? Bien sûr, ça fait partie des ambitions potentiellement. Quand on est compétiteur, on a toujours cette volonté derrière la tête, donc on essaie de performer au max, mais que ce soit à droite ou au poste de talonneur, ça reste un de mes objectifs évidemment. Après voilà, c'est toujours pareil. Je ne me vois pas prétendre à quoi que ce soit si je suis pas performant dans mon club. Donc la priorité, ça reste quand même le club, même si ça reste un objectif qui reste derrière l'oreille, quoi.
Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un entraîneur en chef, en tout cas à Montpellier, qui est un ancien talonneur, est-ce que ça change des choses ou pas dans ton rapport avec lui ? Je pense qu'à travers l'analyse de certaines de mes performances, ça joue, oui, dans le sens où je pense qu'il comprend des fois la difficulté, ou du moins l'enchaînement des tâches, ou le manque de pression sur certains gestes. Mais de manière générale, je pense que dans son rôle de médiation avec les joueurs, il n'y a pas forcément de soucis, quoi, que ce soit au poste de talon, pilier ou 3/2. Moi, en tout cas, j'ai pas ce rapport-là, j'ai pas de difficulté de rapport avec Johan, quoi. Ouais, Johan Codulot, manager en chef du MHR. Jean-Baptiste, pour Christopher, que tu connais, je le disais depuis longtemps, et qui fait une bonne saison avec Montpellier, le MHR dans son ensemble d'ailleurs, Jean-Baptiste. Ouais, c'est vrai, c'est un club que je connais bien. C'est pas tous les jours facile là-bas, mais ils ont trouvé une bonne dynamique là. J'aimerais que tu me parles de tes coachs un petit peu. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, fais attention à ce que tu dis, hein, Christopher. Mais qu'est-ce que tu penses du de mon petit frère là, Benoît Payog, et du Bougon Doumerou, qui sont mes lieutenants. Étant donné que parmi mes coachs, j'ai eu le plus gros des râleurs, je pense que ça peut pas être pire. Non. Alors pour mon analyse, j'aime beaucoup. Déjà, j'ai joué avec Benoît. J'ai joué un petit peu avec Benoît, donc je le connaissais gros aboyeur en tant que joueur. Mais là, je le trouve beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Ah, mais ça, c'est une info. Voilà, on voulait des infos à Sud Radio, là, Benoît Payog est calme. Alors là, bravo. Et bravo les mecs, bravo. Après, voilà, je vais pas vous mentir, il a ce besoin d'exigence, hein, quand même, surtout pour nous les avants. Et pour lui, c'est important, je pense, de développer cette qualité chez les joueurs, d'avoir cette capacité à jouer après contact. Et je sais que ça fait partie de sa force aussi dans son expérience, de pouvoir nous laisser jouer et nous donner l'opportunité de s'exprimer encore sur le terrain. Donc je trouve ça vraiment bien. Ouais, Philippe, avec Christopher Tolofoy. Une dernière question, oui, par rapport à l'ambition, parce que l'appétit vient en mangeant. Encore une fois, on sent que la confiance collective dans ce groupe, elle grandit de sortie en sortie. Il y avait l'objectif du top 6. Est-ce que entre vous, on regarde un peu plus haut et le discours a un peu évolué ces dernières semaines ? Oui, évidemment, ça fait partie de nos ambitions, on l'a dit, le top 6, ça fait partie des points culminants qu'on s'est fixés et vraiment on s'y tient. On sait que voilà, de temps en temps il y a des petites piqûres de rappel, notamment sur des matchs à l'extérieur où on pêche encore sur les fins de match et sur ce qui peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment les sorties de camp qui nous posent le plus gros souci ces derniers temps sur nos déplacements et de manière générale, c'est quand on se trouve un peu, c'est un peu ça qui se passe, mais sinon voilà, c'est quand même la dynamique qu'on essaie d'afficher et on va essayer de s'y tenir et trouver cette régularité. Bon, un petit mot quand même de la famille. On est un peu obligé d'en parler. Christopher, donc le frangin est parti à Clermont cette saison. Il était avant à Toulon. Comment ça se passe ? Écoutez, moi je le vois assez souvent sur les feuilles de match. Je le vois s'éclater, la banane. Donc tant qu'on ferait heureux qu'il a du temps de jeu et que la santé va bien, je suis très très heureux pour lui. Mais ça veut dire que vous avez des habitudes, vous débriefez vos matchs, vous avez des petits rituels entre vous ? Ouais, écoute, on s'envoie des messages assez souvent après les matchs pour féliciter les uns et les autres ou pour chambrer quand on prend une branlée l'un ou l'autre, quoi. Donc voilà, c'est assez drôle, mais de manière générale, on fonctionne comme ça, nous. Bon, plutôt sympa en tout cas. La famille Tolofoy. Voilà, merci Christopher d'avoir été avec nous. Donc un peu de pilier droit en challenge. J'ai plus le calendrier en tête du challenge là des Montpelliérains. 2 semaines. Attends, je vais te dire ça vite. Toi, tu dois le savoir mieux que moi, Christopher. Ouais, bien sûr. C'est là. Newcastle. On reçoit à la maison. Non, c'est pas Newcastle.
Oh putain, j'ai toujours un truc avec ça. Alors, Connard. Ouais, c'est le Connard à la maison et on se déplace Ospreys. Ospreys, voilà. Eh ben, un beau programme en tout cas, et une bonne quinzaine avant ensuite d'aller à Toulon, club que tu connais bien pour y avoir évolué. Merci Christopher Telefoy d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, et on renouvelle nos vœux, voilà, avec une année qui a démarré très fort pour toi, et on te souhaite beaucoup de hat-trick, des triplés comme ça voudra dire que la saison se passe bien. À très bientôt en tout cas, et on reviendra vers toi pour parler aussi de cette expérience de pilier droit, si ça se répète plus souvent. Merci Christopher, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Au revoir, bonne soirée. Allez, dans un instant, on va bien sûr continuer à parler de cette journée de top 14, la première de la phase retour, qui va notamment se clôturer par ce match entre La Rochelle et Toulon. Voilà, clôture de cette 14e journée. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, bien sûr, et vous au 0826 300 300. Ce soir, dans un peu plus de 2 heures maintenant, le match qui va clôturer la journée de top 14, ce sera La Rochelle face à Toulon, un des gros chocs. Et pour en parler, on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Jérémy Saint-Zel, 3/4 centre de Toulon, qui a connu La Rochelle pendant 5 ans, qui a gagné même la Champions Cup avec le Stade Rochelais, et qu'on est ravis d'avoir avec nous. Salut Jérémy. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. On aurait préféré te voir sur le terrain ce soir. C'est quoi ? C'est du repos pour toi en tant que, entre guillemets, plus ancien de l'équipe, te permettre de souhaiter les vœux tranquillement en famille, ou il y a une blessure ? Non, il n'y a pas de blessure, c'est place aux jeunes maintenant, comme on dit. Non, je plaisante. Non, on a surtout un gros calendrier qui nous attend, avec 2 gros matchs de Coupe d'Europe pour pouvoir essayer de se qualifier. Et après, on aura une grosse réception de Montpellier et un gros déplacement à Pau avant les vacances. Ouais, en fait, tu supportes plus les voyages en bus, c'est ça, Jérémy ? Non, mais le bus c'est fini maintenant. C'est tout en avion maintenant. Tout en avion. Et pourtant, tu as connu aussi le Stade français. On rappelle quand même que tu as gagné un Brennus avec le Stade français, une Champions Cup avec La Rochelle, et puis une Challenge Cup avec... Deux Challenge Cup. 2 Challenge Cup, une avec le Stade français et une avec Toulon. Voilà pour le petit palmarès. Jean-Baptiste Elissal est avec nous, bien sûr. Il a forcément une question pour Jérémy Saint-Zel. Ouais, déjà, je suis heureux d'avoir Jérémy au téléphone, parce que ce sont des joueurs qu'on aime entraîner, qui sont pénibles, un peu avec son compère Doumerou là, mais c'est des casses, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est quand même, et pour ce qui est de Jérémy, des joueurs entre guillemets ultimes que j'aurais aimé être, c'est-à-dire être capable de jouer à tous les postes. Je crois que Jérémy est passé partout. Peut-être que Pierrot Mignoni peut l'essayer un peu à la mêlée. On va voir ça dans le futur, mais en tout cas, je trouve que tu trouves de la plénitude dans ton rugby. Je te sens épanoui, toujours un peu râleur, mais qu'est-ce que tu penses qui vous manque, même si vous êtes encore dans les clous et que Toulon fera partie des prétendants certainement à la fin de la saison, pour être un peu plus régulier, notamment dans vos déplacements? Salut Jean-Baptiste. Écoute, merci pour tous ces compliments. C'est sûr qu'il nous manque beaucoup de choses, surtout de la constance, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a eu des bons matchs à Mayol. À Mayol, c'est vrai qu'on est plutôt bien, mais alors à l'extérieur, c'est un peu le néant. Ce soir, en plus, on envoie une équipe un peu jeune, voilà, mais surtout, voilà, essayer d'avoir un peu plus de contenu, surtout à l'extérieur. On essaie d'avoir un peu de contenu à Mayol, mais à l'extérieur, c'est vraiment des non-matchs, quoi. Donc c'est un peu ça qui nous manque, si on veut essayer de se qualifier dans ce top 6 de top 14 qui va être assez dur cette année. Voilà, ça sera chercher un peu ce match référence à l'extérieur, quoi. Ouais, Philippe Spanghero avec Jérémy Saint-Zel, notre invité dans Au cœur de la mêlée. Ouais, bonsoir Jérémy. Ma question, elle concerne un peu justement ce turnover-là. Tu es au repos toi ce soir. On voit une équipe un peu remaniée, alignée à La Rochelle. On en a parlé cette saison. Vous faites partie des équipes qui vont jouer à fond sur les 2 tableaux.
Comment ça se gère ça au fil d'une saison? Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a peu de clubs français qui ont cette ambition de figurer sur les deux tableaux. Vous en faites partie. Vous avez trouvé une profondeur de banc aussi au RCT. On l'a vu, on a eu Pierre Mignoni qui nous a parlé du travail de la formation. Et comment toi, de l'intérieur, tu vis cette gestion qui est pas forcément évidente, même si toi, à titre perso, tu l'as connu à La Rochelle. Salut Philippe. Non, effectivement, c'est compliqué, surtout qu'en plus, on a eu sur ces 2 derniers mois énormément de casses, des longues blessures. On a perdu beaucoup de troisième ligne, de seconde ligne, donc devant, c'est assez compliqué sur la rotation. Donc voilà, c'est sûr que si on veut jouer les deux tableaux, il va falloir presque 2 équipes. Et aujourd'hui, c'est pas trop le cas, d'où vraiment cette grosse impasse à La Rochelle. Mais même, je pense que voilà, les jeunes vont s'y filer ce soir. Mais c'est sûr qu'il va falloir vite récupérer du monde si on veut prétendre à jouer ces 2 tableaux à fond, quoi. Ouais, on vous le souhaite, la Champions Cup avec le Munster et ensuite déplacement à Gloucester. Il y a un nouvel arrivant dans l'effectif du RCT, c'est Albornoz, l'ouvreur du Argentin arrivé de Trévise. Ça peut décaler Garbici au centre. Comment toi tu vois les choses? Est-ce que c'est forcément bien ou ça peut grignoter un peu de temps de jeu sur vous n'avez pas le même profil, on est d'accord avec Garbizi, mais comment toi tu vois les choses? Non, mais clairement, c'est vrai que c'est bien pour nous, surtout que à l'ouverture, on était un peu dans le dur ces derniers temps. Il y avait Matteo Garcia qui avait fait des belles performances. Paolo, c'est sûr que quand il part avec l'Italie, il revient, c'est toujours compliqué ce genre de gestion. Ce sera pareil pour Albornoz quand il partira aussi, mais voilà, je pense qu'il va nous amener quelque chose. Peut-être que Paolo sera décalé aussi en 12. Donc voilà, je pense que ça va nous amener un nouvel élan, j'espère, avec une charnière, quand il jouera avec Baptiste ou avec Ben White, sauf qu'il a quand même pas mal de gaz, Albornoz. Donc voilà, c'est ce genre de joueur qu'on n'avait pas de profil comme ça. Donc j'espère qu'il arrivera à nous amener quelque chose, quoi. Ouais, Jean-Baptiste avec Jérémy toujours. Ouais, il y a Doumerou qui m'appelle là et qui me dit au pire il peut jouer à l'ouverture, Saint-Zel. Hein. Bon, par contre pas de jeu au pied, tout à la main, la balle à l'aile, la vie est belle. Exactement, t'as tout compris. Comme à la vieille époque avec La Rochelle. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, et pourquoi t'es pas venu là ce soir, toi? T'as eu peur. Non, je suis pas eu peur. C'est ce qu'ils disent. Attends, j'ai les supporters en bas là au restaurant, ils me disent que ils ont dit Saint-Zel il est mort de trouille, il va pas revenir ici. Non, c'est pas ça, mais c'est compliqué. Là, on a un gros mois de janvier quand même. Hein. Franchement, ça va être dense. Ça va être très dense. Avec, on le disait, après les réceptions de Montpellier, déplacement à Pau, les 2 journées de top 14 qui suivront la Champions Cup. Justement, sur ces différentes expériences que tu as vécues là, entre le Stade français, d'abord une première vie à Toulon, on rappelle que tu as été formé à Nice quand même, puis ensuite il y a eu un peu de Toulon, puis du Stade français avec une belle épopée, puis derrière le Stade Rochelais. C'est quoi les plus belles émotions que tu as vécues? Il y en a eu quelques-unes, mais c'est vrai que pour moi la plus belle ça a quand même été ce port de La Rochelle, quoi. Qui était blindé sur un retour de Coupe d'Europe, c'est le premier titre du club. Ah, donc on y vient. c'est vraiment marquant, quoi. Ça a vraiment été marquant. Vous avez entendu les castrés là? C'est La Rochelle qu'il faut être. Et les Bordelais aussi d'ailleurs. Ouais, non mais on a entendu. Monsieur, on a entendu, mais enfin bon, le Brennus il l'a gagné quand même au Stade français. Oui, mais Jérémy. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'y a pas de port à Paris, il n'y a pas de port. Enfin, le soir du titre en 2015, si ma mémoire est bonne, Jérémy, tu avais quand même croisé Michael Jordan en boîte de nuit quand même. En boîte de nuit, exactement. C'est vrai, faut pas oublier. Avec des grands cigares. Voilà, et donc ça il est moins souvent à La Rochelle, Michael Jordan, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'était pas possible, ça. Au vieux crampon, il vient pas, Michael Jordan. Méfiez-vous. Voilà, vieux crampon, brasserie, bien sûr, de la famille Elisal. Philippe Spanghero avec Jérémy Saint-Zel, notre invité, ouais. et qui sera donc absent ce soir. Une dernière question. T'es en fin de contrat quand, Jérémy? Alors, l'année prochaine, mais j'ai un +1 pour passer dans le staff. Donc, pour être honnête, si je peux retirer un an de plus, je le ferai, je pense. J'espère.
Ouais, c'était ma question parce que voilà, c'est vrai que tu fais tirer, tu as 35 ans là, tu vas avoir 36 ans. Après, il joue à côté de Nonou quand on a 43, donc finalement, c'est un genou. Hein. Bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il s'est pas économisé. Donc ma question, c'était de savoir en effet, en tirant comme ça, si la suite logique, c'était d'intégrer le staff. J'ai ma réponse. Merci. mais ça veut dire quand même que tu veux faire 1 an de plus sur le terrain, puis passer dans le staff, ou en 26 passer dans le staff? Non, j'aimerais continuer 1 an et on encadrer un peu plus les jeunes, quoi. Et Oliver Koui, Mathieu Schmelly, tout ça, être à leur côté, mais pas de l'autre côté. Enfin, je veux dire, en restant avec eux en tant que joueur, quoi. Oui. Mais en jouant beaucoup moins. D'accord. Et en transmettant toujours. Le mec, il veut prendre un peu mais pas jouer trop. Mais surtout pas être entraîneur. Mais c'est marrant parce que Geoffrey Doumerou me disait la même chose. Non, moi, tu sais entraîner, je préfère être. Ouais. Bon, à la sortie, il entraîne. Voilà. Et ça finira comme ça aussi parce que, en général, des joueurs comme ça, protés, je veux dire, comme des mecs qui peuvent jouer à tous les postes, ils connaissent le rugby par cœur et souvent ils passent de l'autre côté de la barrière. Et ça va arriver. Bon. Le plus dur après, c'est de transmettre. C'est ça le plus dur. T'as beau être un grand joueur comme tu l'as été, mais des fois, le transmettre, c'est dur. Hein. Parce que des fois, oui, non, mais je sais que c'est dur. Faut mettre un peu d'eau dans son vin, voire beaucoup, des fois, exactement. Quand on a du tempérament, et prendre le temps, être patient, expliquer. Et puis, des fois, tu tombes sur des mecs comme toi, qui te remettent en question, qui te managent, qui te challenge, qui te posent des questions à n'en plus finir, et pourquoi on joue pas comme ci et pas comme ça. Et tu verras que tu comprendras plein de choses après, mais, profite quand même de ton dernière année ou tes 2 dernières années. Une petite dernière question, Jérémy, sur le fait d'être aujourd'hui le seul joueur à avoir été centurion pour 3 clubs. Tu le vis comment tu le regardes justement dans l'histoire de ta carrière, le fait d'avoir marqué ce championnat comme personne avant? Ouais, écoute, pour être honnête, j'y pense pas trop. Hein. C'est vrai que je suis encore en activité, donc bon, c'est vrai que j'y réalise pas. Après, bon, j'ai les enfants automatiquement sur les réseaux maintenant. Bon, ils me font comprendre. Hein. Mais effectivement, je suis content d'être passé dans 3 grands clubs, d'avoir gagné aussi, c'est ça qui est important. Puis d'avoir essayé d'empreinte, c'est bien. Mais voilà, donc sinon rien de plus, quoi. Rien de plus. Et voilà, et c'est toute la spontanéité et la franchise de Jérémy. Merci d'avoir été avec nous, Jérémy. On te souhaite une bonne année 2026. Voilà, ça va gagner le RCT quelque chose cette année ou pas? On espère pourquoi. On espère. Bon, on te le souhaite en tout cas pour toute l'énergie et la passion que vous y mettez, et aussi la structuration autour de Pierre Mignoni et de Bernard Lemaître, bien sûr le président propriétaire du RCT. Merci en tout cas, Jérémy, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Un petit qui je suis pour terminer entre Philippe Spanghero et Jean-Baptiste Elissalde. On va faire ça. On va faire ça vite, François. Allez, qui je suis en 2 points. On va faire sur des joueurs, justement, vu qu'on vient d'avoir Jérémy Saint-Zel, sur des joueurs qui ont 100 matchs dans une équipe du top 14, et on va commencer avec un Rochelais qui est né à Puyllboro en 98. C'est simple. Oui. Bergeron. Exactement. 1 point pour Jean-Baptiste. Merci pour les questions sur La Rochelle. Ouais, tu sais quoi, du coup, on va faire une question peut-être pour Philippe. On cherche quelqu'un qui est né à Échirolles en 81. Philippe. Oui, Philippe. Vincent Clair. Allez, partout. Celle-là. Allez, un autre qui est né en 77, le 23 novembre. À La Rochelle. Baptiste. Allez. Allez, il reste 30 secondes. Celle-là, on va en faire une plus sérieuse. Un joueur qui est né à Tarbes en 85, qui a commencé à la section paloise, qui a fait 119 matchs avec le Stade français, 60 matchs avec le Stade toulousain, 54 avec l'UBB, 40 avec le Loup, 19 à Oyonnax, et il a fini à Béziers en 2022. Waouh. Il est international français. Il est demi d'ouverture. Philippe. Oui. Lionel Boxis, exactement. Magnifique. Et on va terminer avec un dernier. C'est le point de la gagne, messieurs, avec un homme né à Perpignan en 86, qui a débuté à Béziers où il dispute 48 matchs. Ensuite, Montauban, 51 matchs. Agen. Philippe. Oui. Brice Mac pour Philippe. Félicitations, Philippe, qui remporte ce qui je suis.
je m'incline. Et là, il a gagné ce soir et vraiment, vraiment bravo. J'ai même pas eu le temps de dire le match, l'équipe avec laquelle il est Centurion, c'est le Castres Olympique, bien sûr. Ouais, tout à fait. Brice Mac, j'y étais pas du tout. Voilà, mais à la fois, dès que ça vient vers Castres, bien sûr, Philippe. Mais j'ai commencé avec un Rochelet et j'ai quand même mis Jean-Baptiste dedans. Donc à un moment, je peux pas l'aider plus. Tu m'as mis dedans. Allez, merci à vous. En tout cas, merci de nous avoir été fidèles. Vous, les auditeurs passionnés de rugby au cœur de la mêlée, tous les dimanches à 18h. On se retrouve à 21h pour le match entre La Rochelle et Toulon. Bonne soirée au Vieux Crampon, Jean-Baptiste. Bonne soirée, Philippe. Ah oui, il y a du monde. Et ciao. c'est excellent. Salut, messieurs. À suivre sur Sud Radio. C'est excellent avec Judith Belair.